En est-on arrivé là? C'est publié chez Fayard. Merci d'être avec nous ce soir. Yvan, pourquoi avoir fait le choix d'inviter ce soir pour la première des points sur les i Malika Sorel-Sutter? D'abord parce que j'ai une grande admiration pour Malika Sorel-Sutter, qu'on se connaît depuis maintenant longtemps. J'ai suivi son parcours politique, mais son parcours qui a d'abord commencé au Haut Conseil à l'intégration. Vous aviez été nommé par Nicolas Sarkozy en 2009. Vous y avez été jusqu'en 2013, à ce moment où François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault avaient décidé de supprimer ce Haut Conseil à l'intégration, au prétexte notamment, vous me confirmerez peut-être, que ce Haut Conseil avait émis un avis défavorable au port du masque. Vous voyez, au port du voile dans les universités. Et ce conseil a été depuis remplacé par l'Observatoire de la laïcité, qui est un observatoire qui a fait en sorte de ne pas rien voir précisément sur les menaces de la laïcité, et qui est lui-même aujourd'hui menacé. Et donc Malika Sorel apporte un œil très aguerri sur tous ces problèmes, d'autant que son parcours... Alors vous êtes né de parents algériens, je crois que vous êtes diplômé de l'école polytechnique d'Alger, vous avez été diplômé de sciences politiques à Paris et vous êtes auteur de beaucoup de livres qui m'ont beaucoup inspiré sur la crise de l'intégration, la crise de l'assimilation, le renoncement des élites. Et je pense qu'à ce moment de réveil aujourd'hui que l'on observe au sein même du gouvernement, où l'on se rend compte en effet que le président de la République lui-même, qui pourtant fait partie de cette élite mondialiste et qui est un peu émolliente face en tout cas à l'islam radical, se rend compte qu'il y a une menace de séparatisme. Il y a une loi sur le séparatisme qui a été conduite, même si elle est un peu vague, mais enfin les mots ont été dits à un moment donné. Et quand on voit également que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, proteste contre des subventions qui ont été retirées depuis, contre une mosquée cathédrale qui va être construite à Strasbourg avec des minarets de 32 mètres de haut. Alors certes, on ne s'intéresse pas à savoir pourquoi est-ce que l'on construit une mosquée cathédrale avec des minarets de 30 mètres de haut à côté ou pas loin de la cathédrale de Strasbourg. On y verrait quand même un symbole. Mais enfin, là, on ergote sur une subvention. C'est déjà mieux que rien. Mais en même temps, j'ai le sentiment à écouter le gouvernement et à voir les réticences qu'il a à ne pas alimenter un risque de guerre civile, parce que c'est ceci qui est quand même qui se lie dans toutes ces démarches. J'ai l'impression que le gouvernement a la main qui tremble et qu'il n'ose pas aller au-delà d'un discours d'affichage qui me semble être un discours électoraliste pour rassurer de sa lucidité. Mais je ne le vois pas aussi courageux qu'il le dit. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous entendre, pour que vous nous éclairiez d'abord sur ce sentiment. Est-ce que vous partagez mon sentiment d'avoir face à nous, comme représentant un pouvoir mou, un pouvoir effectivement qui est prêt, au nom du pacifisme et de l'apaisement, à baisser les armes? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une résistance qui s'opère au cœur même de l'État, voire même au cœur même de la société civile? Et est-ce que vous pensez plus généralement que le séparatisme, qui a été désigné comme tel, est une fatalité? Malika Sorel. Je partage vos interrogations. J'ai été auditionnée par la mission parlementaire au Sénat sur ce projet de loi séparatisme. Je leur ai dit que le projet de loi était, je reprends les termes, chétif, famélique, qui ne répondrait pas à l'enjeu. Pour quelle raison? Parce que dans ce projet de loi, il y a des éléments majeurs qui ne sont pas pris en compte, et surtout, on n'actionne absolument pas tous les leviers qui devraient l'être. Et la meilleure démonstration que le projet de loi tel qu'il se prépare n'était pas finalement à la mesure des inquiétudes qui amènent tout de même le président Macron à parler de séparatisme. Le président Hollande a parlé de partition. Il reprend un peu le terme décomposition française, qui pour moi c'était la partition, le fait qu'on se subdivise, que le peuple n'est plus indivisible. Donc la meilleure illustration, c'est le fait que récemment, ces derniers jours, lorsque nous avons eu l'affaire de la construction d'une école par la Confédération islamique à Albertville, le maire était opposé, le tribunal administratif a ordonné l'autorisation de la construction de cette école qui est liée à la Turquie. Que fait le Sénat alors qu'il était véritablement dans la dernière minute pour clore l'examen de ce projet de loi séparatisme?
il rajoute dardard un amendement pour pouvoir contrer l'ouverture d'écoles hors contrat au cas où ces écoles sont liées à un pouvoir étranger. Donc vous voyez bien que ça aurait dû être prévu initialement ou ça a été une lacune volontaire, vous voulez dire ? Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'était une lacune volontaire. Je dis que depuis des années, le pouvoir politique et la haute administration, et je les lis parce qu'il ne faut pas oublier la haute administration, donc l'ENA, vous en avez parlé. Moi-même, je suis favorable à la suppression de l'ENA et aussi au démantèlement d'un certain nombre de réseaux qui exercent une pression sur le monde politique aussi. Je n'exonère pas le monde politique, j'en ai fait partie, je sais très bien comment ça fonctionne. Je rappelle que vous avez conseillé Dominique de Villepin et que vous avez conseillé également François Fillon, en tout cas dans son parcours présidentiel. Absolument, tout à fait. Le Premier ministre Dominique de Villepin et François Fillon. Donc c'est pas d'aujourd'hui que j'observe le système depuis l'intérieur. Et donc vous voyez bien que on est tout le temps en train de courir après les événements et qu'aujourd'hui, et ça c'est depuis plusieurs décennies, et donc aujourd'hui on est totalement démunis. Et d'ailleurs, le président de Miligorus a dit de toute façon cet amendement du Sénat, nous ne nous sentons pas visés, nous ne sommes pas concernés, et il a dit nous sommes citoyens français. Voilà. Et je rappellerai ici qu'en 2010, Erdogan, parce que c'est pas nouveau, tout ce que les Français voient aujourd'hui éclater n'est pas nouveau. En 2010, Erdogan est venu à Paris en visite d'État et au palais d'exposition de la porte de Versailles, devant 6000 Turcs, il leur a dit la chose suivante qui est extrêmement importante: prenez le passeport français et en quelque sorte cela ne vous oblige pas à être français, vous gardez votre identité turque et vous devenez les diplomates, les ambassadeurs de la Turquie en Europe. Il a même dit pire, cher Malika Sorel, il a dit l'assimilation est un crime contre l'humanité. Et précisément, est-ce que vous pensez que les dirigeants français ont abandonné ce processus d'assimilation ou est-ce que vous pensez que ce processus peut être réhabilité ? Pour ma part, je considère que l'assimilation, d'abord, on ne peut pas l'imposer. Je l'ai toujours dit, c'est un processus, c'est quelque chose qui se passe véritablement sur le registre moral et affectif. On ne peut pas obliger les individus à s'assimiler et encore moins des diasporas. Et les diasporas ont été créées du fait de l'importance des flux migratoires. Donc pour répondre à votre question, Yvan, l'assimilation aujourd'hui, pour le plus grand nombre, c'est trop tard. Il faut cesser maintenant de dire ce qu'on aurait dû faire il y a 40 ans. Par contre, il y a l'insertion au sein de la société, c'est-à-dire imposer le respect de notre façon d'être ici en France. Il y a le processus d'intégration à la française que vous mentionnez, Yvan, qui effectivement a été oublié, a été complètement abandonné. Et vous savez très bien qu'il y a eu le rapport européen dès 1987, puis signé par les ministres des Affaires étrangères européens en 1991, qui demandait et qui expliquait comment on tournait le dos au processus d'intégration en réalité, et le fameux rapport du conseiller d'État Thierry Tuot, dont on a beaucoup parlé. Pour que les téléspectateurs comprennent, quelle différence faites-vous entre l'assimilation, l'intégration et l'inclusion, qui est effectivement maintenant ce nouveau terme à la mode? L'inclusion qui est vidée en réalité, qui se fracasse sur le mur des réalités. Quelle différence entre l'assimilation et l'intégration? Alors, entre l'intégration, pour moi, l'intégration, dans ma bouche, c'est le processus d'intégration à la française. C'est un processus. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent de l'étranger doivent déjà passer par le processus d'insertion qui les oblige à identifier et à comprendre comment est-ce qu'on doit vivre en France selon les règles françaises. C'est ce qu'on fait. Moi, j'ai vécu en Algérie. C'est ce que toute personne doit faire lorsqu'elle est en Algérie. Respecter les lois du pays. L'Algérie là-bas, la France ici. Ensuite, le processus d'intégration à la française, c'est le processus qui va faire que petit à petit, l'individu choisit de s'approprier l'identité française, de la faire sienne. Exactement. Et lorsqu'il décide de devenir français, là, il réussit ce qu'on appelle l'assimilation. Et pourquoi je dis moral et affectif? Parce que moral, parce que on change d'arbre généalogique soi-même et sa descendance, et il faut pouvoir le défendre vis-à-vis de ses propres ascendants. Et je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de facile, et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'imposer. Mais bien entendu, Yvan, je dis toujours que nous devons respecter le code civil, ce que les élites politiques administratives n'ont pas fait. Donc leurs décisions étaient illégitimes. Il fallait respecter le code civil qui dit que tout octroi de nationalité française doit être subordonné à la réussite de l'assimilation.
Malika Sorel-Sutter, vous dites ceci, c'est très important. J'ai toujours dit et écrit que la laïcité était la digue qui protégeait la France. Je persiste et je signe. Il faut donc cesser d'invoquer la laïcité pour pouvoir mieux la démolir ou la faire démolir. C'est important ce que vous dites et je voulais vous entendre sur ça ce soir. Depuis plusieurs années, il y a un courant qui consiste à prôner un certain libéralisme. Ça revêt les habits du libéralisme pour mettre en évidence que la laïcité, c'est simplement le fait que l'État, qu'il y a une séparation des églises et l'État, et c'est résumé en l'État n'a pas à se mêler du fait que les personnes pratiquent, y compris lorsque les conséquences de cette pratique entrent en résonance, entrent même en affrontement, affrontent les principes républicains. Et j'ai toujours dit qu'il fallait respecter cette laïcité. Pourquoi ? Parce qu'en France, ça a été un long processus. Et lorsque Jean-Paul II est venu en France, il a rappelé que pour l'Église, il y a une distinction qui est effectuée entre le temporel et le spirituel. Et il a rappelé la doctrine sociale de l'Église en disant « l'Église ne se mêle pas, ce n'est pas son affaire, des affaires temporelles ». Lorsqu'on parle, par exemple, de la religion musulmane, ce qu'elle doit dire aux fidèles, au quotidien, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le temporel. Et c'est pour ça qu'il fallait tenir sur la laïcité pour permettre aux personnes qui venaient de sociétés qui sont religieuses. Les élites politiques savaient parfaitement, depuis très longtemps, Hubert Védrine en avait parlé, il avait même dit « nous sommes face à un choc entre l'islam et l'Occident, il ne faut pas le nier, il faut le regarder en face et justement aider de manière à ce que ceux qui viennent chez nous puissent arriver à respecter cette laïcité, le fait que dans le public, pourquoi c'est important ? La laïcité, c'est parce que ce n'est pas écrit dans la loi de 1905, mais c'était tacite, c'est pour ça que ce n'est pas écrit. Il y a une hiérarchie dans les sociétés laïques, et toutes les sociétés occidentales sont laïques. Kennedy l'avait rappelé aux protestants lorsqu'il s'est fait élire. Exactement. Donc, il y a une hiérarchie entre le politique et le religieux, et dans les sociétés occidentales, c'est le politique qui édicte les lois selon lesquelles les hommes doivent vivre ensemble. Yvan Rioufol et Véronique Jacquier. Est-ce que vous pensez que l'islam est compatible avec la République ? Je vous répondrai de la manière suivante, et les téléspectateurs comprendront parfaitement. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que le contenu de la première épître de Paul aux Corinthiens, aujourd'hui, peut être appliqué à la lettre ? Et vous verrez que la majorité des Français vous diront, même si nous, Français, nous sommes de culture chrétienne. C'est une évidence. La France a la culture chrétienne grecque. Les Lumières ont une extrême importance à forger l'identité du peuple français. Ils vous diront, nous sommes chrétiens, mais nous ne souhaitons pas appliquer à la lettre le contenu de cette épître. Et je rappelle, dans cette épître, il y a le fait que la femme doit se voiler, le fait que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais que la femme est créée à l'image de l'homme, que l'homme n'est pas fait pour la femme et la femme pour l'homme. Rendez-vous compte, nous étions en 57. Et donc, je vous répondrai, Yvan, en disant ce qu'a dit Tahar Ben Jelloun, l'islam ne changera jamais. C'est aux musulmans de changer et d'adapter le comportement pour vivre en Occident. Et ça vous paraît possible ? Il a dit sur France Culture. Oui, bien sûr, mais... Je pense que c'est possible, mais à la marge. C'était possible. Mon grand regret, c'est qu'avec l'importance des flux migratoires qui venaient de sociétés qui étaient en train de renouer avec la religion comme principe organisateur de la cité, l'importance de ces flux migratoires a fait que la pression sur le groupe aujourd'hui, sur les familles, est si importante que c'est devenu extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je vous disais que l'assimilation aujourd'hui ne se fait plus qu'à la marge. Et c'est pour ça qu'il faut en tirer les leçons, Yvan, et qu'il faut que le peuple français oblige ses élites, y compris administratives, à réguler les flux migratoires et même à les tarir, comme a dit récemment le maire de Cannes. Le général de Villiers a dit en novembre 2020 qu'il était très préoccupé par la situation de la France. Et il a dit « Je suis inquiet de la possibilité d'une guerre civile. Chef d'état-major des armées, 5 étoiles, je pense qu'il faut prendre ce qu'il a dit au sérieux. » Véronique Jacquier voulait intervenir.
Fort de ce constat, est-ce que la laïcité, c'est pas une coquille vide face à ce qui nous attend? Et est-ce qu'il ne faut pas un pays qui affirme aussi ce dont il vient et où il va, c'est-à-dire accompagné de valeurs judéo-chrétiennes? Quand vous parlez de flux migratoires, ce sont des gens qui viennent majoritairement, on va le dire, de terre d'islam. Ils arrivent sur une terre chrétienne. Est-ce que ça, dans notre paysage politique, ça ne devrait pas être inscrit quelque part? Pourquoi pas dans la Constitution? Je ne sais pas. Est-ce que ça servirait à quelque chose? Vous savez, dans la Constitution... Quel signal on envoie? Alors, je pense qu'il faut sortir vraiment d'une certaine forme de naïveté. Excusez-moi, Véronique, hein, oui. mais je l'ai tellement entendu autour des tables, dans les réunions.